La Rose du Pérou m'apparaît comme un mixte de reportage personnel et de fiction, une sorte de roman-vérité. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? J'étais parti pour adopter une enfant, une petite fille, et j'ai choisi le Pérou. Drôle de pays, me direz-vous, alors qu'il y avait tant à faire avec les pays d'Extrême-Orient, où les adoptions étaient faciles, ou dans les pays arabes, où également les guerres faisaient que nombre d'orphelins erraient par-ci par-là. J'ai donc choisi le Pérou. Et pourquoi avoir choisi le Pérou? Parce que, bon, c'est le pays des rêves d'enfance. Quand j'étais enfant, effectivement, parfois ma mère, pour me consoler de manques que je pouvais avoir, me disait, ici, quand même, c'est pas le Pérou. Le Pérou, pour elle, c'était Potosi et l'or, c'était Machu Picchu, cette merveille que tout le monde connaît et admire, avec son palais, avec son dieu soleil, etc. C'était également le lac Titicaca, le plus haut du monde, le plus grand aussi. C'était donc un pays de merveilles auquel s'ajoutait, dans les temps plus récents, l'Amazonie, avec ses mille et une merveilles forestières, animalières, etc. Donc j'étais dans le pays du rêve, pas exactement. Parce que je savais aussi que ce pays du rêve était soumis à de terribles rébellions menées par le Sendero Luminoso, qui était une réplique du maoïsme à la mode Amérique latine, d'une terre brûlée partout, des enlèvements, des massacres. Et donc je savais que de côté de Cusco et Ayacucho, il y avait nombre d'orphelins attendant d'être adoptés. Et c'est pourquoi j'ai demandé le Pérou, et étant passé par l'ambassade du Pérou en France, on m'avait assuré qu'il était effectivement facile d'adopter, car le pays était en recherche de parents adoptifs. C'est donc par le biais d'une adoption que vous vous introduisez au pays, vous faites reporter, mais aussi romancier en suivant une imaginaire maman désemparée de l'enfant que vous adoptez. Alors, j'ai toujours cru qu'une adoption, c'était pas un paquet à enlever, un paquet tout prêt, prêt à porter, etc. Je me suis dit qu'une adoption, si elle voulait être sérieuse, devait permettre de remonter à la source de l'enfant adopté, à ses origines, à son enracinement, à sa culture. Et donc je me devais de fréquenter les lieux qu'elle pouvait avoir fréquentés. Je m'obligeais à aller à Cusco, à Lima, à Ayacucho et à d'autres endroits pour essayer de suivre les parcours d'une maman qui se trouvait un jour ou l'autre obligée d'abandonner son enfant. Et donc ceci m'a conduit à Cusco. Cusco, vous le savez, c'est l'ancienne capitale du pays. C'est une cathédrale formidable qui rappelle la conquête espagnole. C'est également le parcours d'un tas de fillettes abandonnées que l'on voit le long du chemin pouvant mener au Machu Picchu ou à la montagne des Araya, qui est la plus haute, 4000 et quelque chose de mètres. Et donc là, vous en voyez de toutes les couleurs, des gosses qui essayent de s'en sortir en se vêtant à la mode dite péruvienne, avec des chapeaux tricolores, avec des plumes de hara, avec des objets à vendre tels que le toumi, ce fameux poignard qui servait, dit-on, à égorger les filles vierges lors du culte du soleil, mais également des choses un peu curieuses, comme ces filles qui venaient à vous avec un tensiomètre pour dire bah, attention, votre tension est telle, c'est peut-être dangereux d'aller monter à Machu Picchu, et donc il faudrait que vous achetiez du coca, que vous achetiez du maté, que vous achetiez, etc. Alors, toutes des essais de s'en sortir par des, des, des propositions pour touristes voyeurs, lesquels aimaient photographier ces filles près d'un lama, ces filles avec de longues jupes étant sur leurs pantalons de laine, etc. Un peu de voyeurisme, mais un voyeurisme bon enfant qui profitait à toutes ces femmes un peu déboussolées, un peu isolées, à la recherche d'un quelque chose, de quelques inti, l'argent local, pour s'en sortir. Voilà ce qui m'a amené à Cusco.
Mais c'est finalement à Lima que vous rejoignez votre future petite fille adoptée. Alors c'est finalement à Lima, pour des raisons historiques, du Sendero. Là-bas, à Cusco, il y a eu effectivement des enlèvements, il y a eu des massacres, il y a eu un tas d'orphelins traînant par les rues, mais il y a eu aussi cette terrible épidémie de vente d'enfants, de vente d'organes d'enfants qui devaient profiter aux gringos américains ou à des riches d'Arabie saoudite. Et donc, lorsque je me suis trouvé à Cusco, il y avait un refus absolu de toute adoption. Il me fallait donc redescendre sur Lima et voir s'il était possible de trouver une fille qui était en demande d'adoption. Ce que je fis. Alors à Lima, c'était tout un autre spectacle, une ville fantastique, une cathédrale rappelant véritablement l'invasion espagnole, avec une cathédrale, j'allais dire une cathédrale musée, avec ses richesses incroyables, ses ors, ses sculptures, ses vierges douloureuses, etc. Et tout à côté de la cathédrale, le fameux musée de l'Inquisition, qui est un musée de l'horreur, on imagine bien. Et en plus, juste à côté, la Plaza Royale, c'est-à-dire la place où vit le président du pays. Donc c'était une autre vue de ce pays d'Amérique latine qui présentait des contrastes absolus entre une richesse terriblement voyante, qui pour nous, Européens, était scandaleuse, et également des princes féodaux qui restaient des princes féodaux, dont par exemple l'évêque de Lima, lequel évêque aujourd'hui est un conservateur fiefé, ayant refusé, soit dit en passant, le fameux document qui avait été rédigé autour du pape François il y a 1 an et demi, le seul évêque qui a refusé de le signer. C'est dire le conservatisme du coin. Et avec ça, dans ce conservatisme ambiant, vous aviez un tas de bidonvilles autour de Lima, avec des prêtres, des agents de développement très inspirés de la théologie de la libération. Donc un contraste presque absolu dans lequel j'entrais. Et ce qui m'obligeait, j'allais dire, à m'adapter moi aussi à cette situation bouleversante. C'est dans toute cette histoire vécue, réelle, que s'intègre l'adoption de votre fille Rosa. Alors, effectivement, la petite Rosa vient de Cusco. Alors, son histoire est assez, je pense, ordinaire, à savoir une maman, mère de 3 enfants, dont le mari a été enlevé par la guérilla, bon, excusez le terme, du Sendero Luminoso, et abandonnée avec 3 gosses, la dernière étant un de trop. Elle le laisse sur un étal d'une petite commerçante au marché de Cusco. La petite commerçante, à la façon du pays, l'adopte aussitôt, le joint à ses 3 garçons et essaye elle-même de survivre avec son petit commerce ambulant. Au bout de quelques mois, elle ne peut plus tenir. Son mari la fuit également et elle est obligée de descendre à Lima. Elle le fait donc en arrivant à Lima, dans un bidonville merveilleux qui est un bidonville autogéré, un petit peu à la manière des gens du Maüs de l'abbé Pierre. Ils ont tout fait par eux-mêmes, ils ont monté les baraques par eux-mêmes, ils ont installé l'électricité, ils ont installé des conduits d'eau, ils ont obligé le gouvernement à faire les routes, et effectivement, ils ont là une cuisine collective, une petite école, une petite chapelle, des baraquements dans lesquels la maman adoptive et la petite s'installent avec les 3 garçons. La maman, évidemment, travaille. Avec une petite carriole, elle va dans Lima pour vendre ses bricoles de lait, de pâtes diverses, de boissons. Et pendant ce temps-là, les gosses s'amusent dans le baraquement. La petite est dans un hamac, elle a 1 an et demi, les gosses s'amusent avec, la secouent terriblement, jouent à la balançoire avec le hamac, tant et si bien qu'elle saute sans le vouloir dehors du hamac et s'écrase sur le sol et tombe dans un coma profond.
Le coma profond oblige au secours à intervenir. La petite est conduite à l'hôpital où on s'aperçoit que la maman adoptive est une maman illégale, une maman clandestine. Immédiatement, la justice s'en mêle, disant certainement qu'elle veut en tirer profit, soit pour la vendre, soit pour un prélèvement d'organes, comme tous les journaux en parlaient à cette époque-là. Et donc, elle est mise en prison, et l'enfant est envoyé à un centre social local de Lima. Là, après un mois de présence, elle est adoptée par une famille japonaise péruvienne qui, au bout de 3 mois, la retourne à l'assistance sociale en disant « elle est trop remuante, on n'en veut pas ». Ce qui fait que la petite vit sa 4e adoption. La première avec la petite marchande, la deuxième avec la DAS, la troisième avec la japonaise et à nouveau avec la DAS locale. Et c'est là que nous la trouvons après moult démarches pour essayer de trouver une petite fille adoptable. Comment avez-vous pu suivre le mouvement révolutionnaire du Sentier lumineux? Alors, évidemment, cela m'obligeait parce qu'en 1992, non seulement le mouvement révolutionnaire s'étendait à Ayacucho, Cusco et environ, mais arrivait dans les bidonvilles de Lima. Et donc, je me suis obligé à essayer de comprendre ce mouvement. Alors là, je n'ai pas rejoint le mouvement, vous en doutez bien, mais par la presse, par les différentes interviews, par la rencontre de prêtres qui localement travaillaient dans les bidonvilles, j'ai pu me faire une idée de ce mouvement qui effectivement s'originait dans la pensée de Mao et aidé par les finances de Cuba, semait la terreur partout. La terre brûlée était vraiment son optique. La dépossession des plus riches par les moyens brutaux et radicaux était également une méthode privilégiée. Et donc là, j'ai pu suivre tout ce mouvement d'assez près et en faire un historique en suivant par le roman, là proprement dit, une épopée de la maman qui avait été prise par le Sendero Luminoso pour être jointe à la troupe des gens qui agissaient. Pouvez-vous nous parler un peu plus de l'itinéraire d'adoption Alors, le l'itinéraire vôtre? d'adoption, j'en ai déjà dit un mot, il s'est continué d'une façon presque burlesque, parce que, en raison du scandale perpétuel qui était créé par la presse sur les enlèvements, sur les organes vivants, les yeux, le foie, le rein, le cœur que l'on arrachait à des enfants péruviens, le gouvernement s'obligeait à des mesures constamment improvisées et d'urgence pour essayer de stopper le trafic des adoptions illégales notamment. Et donc, il y avait des choses absolument ridicules, comme par exemple des tests psychologiques par lesquels devait passer tout adoptant. Les tests n'étant pas prêts pour les adultes adoptants, on leur présentait des tests faits pour les enfants du primaire. Ainsi, j'ai dû passer des tests des enfants du primaire et les résultats 8 jours après me faisaient passer pour un type génial puisque j'avais la totalité des réponses, des bonnes réponses, etc. De même, au niveau du gouvernement, à tout moment apparaissaient de nouveaux écrits, de nouveaux édits, jusqu'au dernier interdisant de façon absolue, sans la signature et l'approbation du ministre de l'Intérieur, de tout départ d'enfants adoptés. Et donc, ce fut là une chose absolument burlesque à laquelle j'ai pu assister. Une religieuse m'aida à aller rencontrer le ministre de l'Intérieur pour en avoir la permission, et elle le soudoya à la façon d'une bonne sœur de là-bas, en lui offrant une médaille miraculeuse qu'elle avait apportée exprès pour lui de Paris, qui le protégerait contre tous les ennemis qui pouvaient l'assaillir. Le dit ministre de l'Intérieur prit la médaille, l'embrassa, la mit dans son portefeuille et signa immédiatement le papier nécessaire pour le départ. De même, à Lima, je fus témoin de façon formidable des 500 ans de l'anniversaire de la naissance de Rose de Lima. Rose de Lima, c'est la patronne du pays. Et donc,
pour exorciser tous les maux dont souffrait le pays, le gouvernement avait organisé une fête extraordinaire à la Plaza de Armas. C'était une foule immense, des milliers de personnes, et dans cette foule apparut, portée sur un brancard, la Rose de Lima, la statue de Rose de Lima, mise sur une grande estrade, et le maire de la ville vint avec un veston de général en chef pour vêtir Rose de Lima comme général en chef de toutes les armées du pays, comme la libératrice possible de ce pays, grâce à Dieu, etc. Elle fut donc non seulement habillée de cet uniforme, mais en plus elle eut droit à toutes les médailles, à la méthode russe, à un véritable placard, et à une pension pour l'éternité. J'imagine que la pension a dû retourner au couvent qui conservait ses restes. Bon. Mais ce fut une fête formidable, et au ciel planaient des hélicoptères qui lançaient des roses par toute la ville. C'était vraiment une sorte d'exorcisme des maux que pouvait traverser la population. Là, c'est la piété populaire à laquelle, effectivement, personnellement, je n'adhérais pas, mais qu'en même temps, je respecte un mélange de foi réelle, de superstition réelle, de confiance absolue, etc. Bon, voilà, tel était le Lima, là, que je découvrais et que je faisais découvrir à ma petite en même temps. Mais finalement, tout se termina bien. Alors, finalement, tout s'est bien passé. On a eu 4 fois de report, de retour en France, vu les délais obligés par les lois successives qui nous tombaient dessus à tout moment. Mais elle put effectivement rejoindre la France sous le nom qui était le sien de Rose. C'est pour ça que je parle du roman comme la rose du Pérou, qui est son nom. Et effectivement, elle vint en France pour s'apprivoiser. Nous tâchons de l'apprivoiser, non seulement en lui parlant du pays, mais en la faisant retourner de temps à autre dans son pays d'origine pour redécouvrir ses racines et ses amitiés.